Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, je n'ai jamais eu de chagrin qu'une heure de lecture n'ait dissipé, écrivait Montesquieu. Alors peut-on aller plus loin et faire carrément de la lecture une thérapie? Oui, selon Aurélie Louvel, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale cette semaine en physique-chimie. Question du jour. Quel savant du monde arabo-musulman est considéré comme le père de l'optique moderne? Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec PhysiGeeks, dans la vraie vie, Romain Rennes. Et puis enfin, un autre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel, sujet du jour du conseil de famille, TikTok, le réseau social préféré des ados. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Aurélie Louvel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous avez été professeure documentaliste. Vous êtes aujourd'hui formatrice en bibliothérapie jeunesse. C'est même le titre de la structure que vous avez créée. Et vous publiez aux éditions Duno un ouvrage extrêmement complet, justement intitulé Bibliothérapie jeunesse. On apprend tout sur ce nouveau pan des arts-thérapies qu'est la bibliothérapie. Mais alors, quand je dis nouveau, c'est que partiellement vrai. C'est nouveau au sens où c'est pas encore extraordinairement répandu. Mais l'idée qu'on peut aller mieux grâce à des livres, elle remonte, on le verra, à l'Antiquité. Vous, c'est une rencontre que vous faites alors que vous êtes étudiante en licence de lettres modernes? Oui. Pour faire connaissance, racontez-nous ça. Alors en fait, dans le cadre d'une sortie au Salon du Livre de Paris, justement, on devait préparer un petit dossier de presse. Et mon sujet, du coup, s'articulait autour des bienfaits de la lecture. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches sur ce sujet-là. Et ce que j'ai trouvé ne m'a pas forcément convaincue au début, parce que c'était surtout le côté bibliothérapie, mais vraiment axé développement personnel, avec des méthodes un petit peu toutes faites. Je lis des ouvrages feel good et je vais mieux, quoi. C'était même un peu plus élaboré que ça, même pas. C'était plus documentaire, voilà, c'est arrêter de fumer en 10 leçons, mais après c'est très bien aussi. Hein. Mais il n'y avait pas ce côté fiction, imagination, créativité qui m'intéressait. Et j'ai vraiment découvert du coup la pratique en tant que telle avec Régine de Tambel qui a importé cette pratique en France et qui l'a popularisée. Grande écrivaine par ailleurs. Oui. S'il fallait définir la bibliothérapie en quelques mots, comment? Alors au sens c'est une question facile, je commence. Je sais que vous n'adorez pas les interviews, mais là on va y aller. Alors c'est une méthode d'accompagnement au bien-être pour enfants, adolescents, adultes aussi, par les bienfaits de la lecture. Donc on va sélectionner des livres qu'on estime en tout cas propices à certains bienfaits, à certains sujets. Va s'en suivre une discussion, des échanges qui vont être articulés autour de l'expression des émotions et aussi un temps de créativité. Et ça, c'est en tout cas vous, la bibliothérapie que vous pratiquez, la bibliothérapie créative, parce qu'il y a plusieurs domaines d'application. Hein. Il y a la bibliothérapie développementale d'une part, si je vous ai bien lu, et la bibliothérapie clinique. Oui. Alors la bibliothérapie clinique, c'est vraiment au sens strict, la bibliothérapie thérapeutique qui va être proposée par des professionnels de santé mentale, par exemple par des psychiatres. C'est le cas notamment à Paris, avec un psychiatre qui s'appelle Maurice Corcos, qui est aussi auteur d'ailleurs aux éditions Duno, qui propose des ateliers de bibliothérapie à ses patients. Donc il y a d'un côté la bibliothérapie clinique qui va véritablement soigner, on va partir d'un diagnostic pour ensuite sélectionner les textes et travailler là-dessus. Alors que du côté de la bibliothérapie de développement, ça va être beaucoup plus tout public, un peu comme une sorte de bibliothérapie préventive. Et on va vraiment axer sur les émotions, en tout cas pour les enfants, la créativité, une autre façon de s'exprimer en tout cas, qui est non verbale et qui est plus accessible aussi à un plus jeune public. Maurice, c'est Maurice, hein, je crois, Corcos, oui. Je ne sais plus son nom, oui, c'est ça, Maurice, qui est un grand nom de la pédopsychiatrie. Soigné par la lecture, de manière un petit peu intuitive, on se dit que ça va être compliqué avec les enfants et les ados, parce qu'on lit partout qu'ils lisent de moins en moins, sauf que tout ça est faux, et ça, vous l'avez découvert dès votre premier poste en collège il y a quelques années. C'était un collège en zone sensible, et vous êtes au CDI. Vous êtes professeur documentaliste, et en fait, non, ils aiment bien ça. Alors, on m'avait dit, oh là là, parce qu'en fait, j'avais fait sur candidature pour ce poste spécifique, et on m'avait dit, oh là là, toi qui es professeur documentaliste, tu vas être toute seule, tu vas avoir aucun élève. Et en final, il y avait plein de... Et en fait, il venait. Ça se bousculait aux récréations. J'ai mis en place un club manga. En fait, je suis vraiment partie de ce qu'ils aimaient. De ce qu'ils aimaient, c'est ça, voilà. Il faut faire, je pense. Et voilà, c'était des échanges vraiment super. Et je me suis très vite rendu compte que certains élèves assez solitaires voyaient le CDI comme un lieu un peu refuge, que ce soit alors l'espace, comme aussi l'espace du livre.
Et certains élèves, du coup, en lien avec la vie scolaire, qui était pas très, voilà, que des fois on m'envoyait au CDI en me disant... J'adore comme ces choses sont dites pudiquement. Ça fait sourire Romain Rennes, qui est professeur au collège, lui aussi en physique-chimie. Oui, je le retrouve complètement dans les élèves qu'on envoie au CDI. Voilà, on ne sait pas trop. Bon. Et puis on me dit, lui, bon voilà, ok. Et en fait, moi, j'ai une Sauf que lui, vous le découvrez avec un manga ou un album ou je ne sais quoi sous les yeux, et paf, il se passe autre chose. Exactement. L'idée de prendre soin par la lecture, elle s'inscrit plus généralement dans la nécessité de prendre soin en général d'enfants, d'adolescents, qui en plus des crises identitaires habituelles, la crise d'adolescence, vont quand même de moins en moins bien. Et donc les accompagner sur le chemin du bien-être, c'est un enjeu en tant que tel, aujourd'hui. Oui, d'autant plus que la santé mentale, c'est vraiment un sujet d'actualité. Et je pense que il faut vraiment... en tout cas, les bienfaits de la lecture peuvent vraiment apporter un plus à ces enfants et ces adolescents aussi. Alors, bienfaits qui sont nombreux, on en parle régulièrement sur cette chaîne, meilleure connaissance de soi, des autres, du monde, le développement de l'empathie et même l'amélioration de la qualité du sommeil. Mais la particularité de votre approche, de la bibliothérapie, c'est que ça ne concerne pas seulement la lecture dans l'absolu, mais c'est bien une lecture accompagnée notamment en bibliothèque. Qu'est-ce qui change entre la lecture à la maison, la lecture scolaire, celle que un professeur m'a demandé de faire, et la lecture en bibliothèque ou en CDI, en structure, on va dire? Alors vraiment, ce qui se joue et ce qui se noue, c'est vraiment dans la relation qui est établie entre le bibliothérapeute ou en tout cas le médiateur, parce que ça peut être pratiqué par un bibliothécaire, par un professeur, par un parent aussi. C'est vraiment le lien qui va se tisser déjà dans la lecture à haute voix, dans le fait déjà de sélectionner une lecture pour quelqu'un. Le fait de lui lire, ça rappelle aussi un petit peu l'enfance, qu'on lisait à nos enfants, et ça a tendance à se perdre malheureusement dès que l'enfant commence à savoir lire tout seul. Alors c'est très bien aussi de lire dans son coin, bien sûr. Très bien, mais c'est bien aussi de maintenir, je pense, cette relation en tout cas. Et c'est vrai, on en a parlé déjà ici, que c'est un grand conseil qu'on donne aux parents. À partir du moment où l'enfant commence à être autonome en lecture, c'est pas le moment de l'abandonner à ses livres, parce qu'il peut même le vivre comme vivre le livre comme quelque chose qu'il a séparé d'une attention des parents ou de l'amour. Voilà, donc il faut trouver un peu le dosage. La découverte des bénéfices de la bibliothérapie, elle est ancienne, je le disais. Le mot, il naît en 1916. Sous la plume d'un pasteur, Samuel Crothers. Oui, alors c'était un texte ironique. Ouais, c'est ça, pas sympa. Mais c'est la première fois que ce mot apparaît. Et la première définition apparaît en 1961, donc vraiment axée sur la thérapie. C'était la bibliothérapie comme une sélection de livres à visée thérapeutique. 4 ans après 1916 quand même, et donc avant 1961, il y a aussi le travail d'une bibliothécaire afro-américaine à l'hôpital des anciens combattants de Tuskegee, c'est dans l'Alabama, et là elle utilise avec ses anciens combattants des livres, et elle voit que ça marche. Oui. C'est une femme que j'admire énormément, et je regrette qu'il n'y ait pas de livre. Vous allez l'écrire. J'y pense depuis plusieurs années, et c'était vraiment une femme remarquable, qui travaillait dans une bibliothèque où elle soignait, en quelque sorte aussi, des soldats qui étaient revenus traumatisés du front en fait, et qui souffraient de stress post-traumatique. Et en fait, elle s'est très vite rendue compte qu'elle faisait donc la lecture au chevet. Alors c'était de la poésie, il y avait des chansons aussi, plein de choses. Oui, c'était pas arrêté, tu me en dis le son. Voilà, c'est ça. Et elle s'est très vite rendue compte en fait qu'il y avait énormément de bienfaits sur les soldats. Et elle a laissé des traces de tout ça, elle l'a documenté. Et puis je disais en introduction de l'émission que ça remontait à l'Antiquité. Alors il n'y avait pas des livres au sens où on l'entend aujourd'hui, mais il y avait par exemple le premier poético-thérapeute, si je vous ai bien lu, qui était un médecin romain nommé Soranos. Et alors lui, c'était simple, ses prescriptions. Hein. Oui, alors c'était du coup sur des parchemins, je crois, qu'on faisait dissoudre dans de l'eau et qu'on ingérait en fait, parce qu'on ne distinguait pas forcément l'esprit du corps. Donc... Et alors on choisissait des parchemins de tragédie. Oui. C'est ça, pour les patients maniaques, et de la comédie pour les dépressifs. Voilà. Ça rappelle aussi du coup Aristote avec sa célèbre catharsis théâtre comme libération. Et puis on rapporte quand même que depuis l'Antiquité, la bibliothèque de Thèbes portait sur son fronton une belle inscription. Oui, le lieu de la guérison de l'âme. C'est quand même extraordinaire. Vous saviez ça, vous? Non, moi je ne savais pas du tout ça, je l'ai appris en lisant l'excellent Bibliothérapie Jeunesse, une approche expressive et créative. C'est aux éditions Duno, ça vient de sortir sous la plume d'Aurélie Louvel, ex-professeure documentaliste, formatrice en bibliothérapie. On se retrouve juste après l'anti-sèche. La physique-chimie, c'était bien C'était pas vraiment... non, on va faire un Angèle, un voix de pudique. Mais c'est très intéressant. Absolument, c'est passionnant. Puis on a Physique X pour nous la raconter aujourd'hui. Anti-sèche.
Et c'est vrai qu'on retourne dans l'Antiquité. Eh bien, c'est vrai qu'on retourne dans l'Antiquité. Romain Rennes, bonjour. Bonjour. Professeur de physique-chimie au collège depuis 16 ans, depuis 2021. Vulgarisateur scientifique sur le compte PhysiGeeks, qui a plus de 200 000 abonnés sur tous les réseaux sociaux. Il y a du TikTok, du Insta, du YouTube, du Facebook, et qui publie chez Hachette Physique-Chimie, un ouvrage qui couvre les programmes de collège et de lycée, mais qu'on peut toutes et tous lire et comprendre. Alors, notre question du jour, c'était quel savant du monde arabo-musulman est considéré comme le père de l'optique moderne? On n'est quand même pas tout à fait dans l'Antiquité, on est un petit peu... Alors, mais on va quand même parler un petit peu de l'Antiquité, parce qu'il y avait quand même sur la lumière des idées qui étaient... On va donner la réponse. Alors évidemment, on parle de Alhazen. Alhazen, savant perse qui a vécu autour de l'année 1000 après Jésus-Christ. Et ça a été le premier à avoir prouvé, en fait, tout simplement comment se propager la lumière. Et surtout, c'était le papa de la démarche scientifique. Papa de la démarche scientifique, dont on peut rappeler d'ailleurs les grandes règles. On commence par observer. On commence par observer. Ensuite, on pose une problématique, c'est-à-dire qu'en fait, on va définir une question. On va formuler des hypothèses et on va créer une série d'expériences qui vont permettre justement de répondre à cette hypothèse. On a des résultats, on analyse ces résultats et à partir de là, on va pouvoir conclure soit on avait raison, soit on s'est trompé. À ce moment-là, on refait une hypothèse et on rentre dans un cycle. Et c'est lui le premier qui a justement prouvé cette méthode qui est reproductible. C'est-à-dire qu'en fait, il écrivait ses protocoles et tout le monde pouvait la refaire et tout le monde pouvait faire ses expériences. Et on sait que ça reste fondamental aujourd'hui dans tout l'univers de la recherche. Voilà. On procède de cette façon-là et il faut effectivement qu'une expérience soit reproductible. Exactement, pour qu'on considère qu'on est en présence d'une théorie un petit peu stabilisée. Il y avait, alors c'est pour ça que vous m'avez repris sur l'Antiquité, vous avez bien sûr raison, parce qu'on n'a pas attendu Alhazen pour formuler des théories. Alors Démocrite, lui c'était les images atomiques. Alors effectivement, lui il estimait que chaque objet que vous avez autour de vous envoyait des petites images et que nos yeux étaient des capteurs d'images. Alors il n'a pas parlé de lumière, lui il a parlé d'images tout simplement. Bon, il n'est pas loin du compte non plus. Il n'est pas loin du compte non plus, effectivement. Donc il imaginait que l'objet envoyait une forme, une image de la forme de l'objet et que notre œil la captait. Et à l'opposé, on avait Euclide qui, lui, justement, très original, lui. Alors, lui, il imaginait qu'on avait un cône de vision. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'a pas pensé au fait que quand on était dans l'obscurité, ça ne fonctionnait pas. Mais en tout cas, c'était sa théorie. Donc, on a un cône de vision qui permettait de scanner en 3D les objets, donc de les voir. Bon, il s'avérait que en fait, ni l'un ni l'autre avait raison, même si Démocrite était quand même plus près de la vérité. Et donc, on a compris en fait que l'œil reçoit la lumière. Exactement. L'œil, c'est un récepteur de lumière avec des capteurs au fond, les cônes, les bâtonnets qui permettent d'interpréter justement les couleurs et les formes. Et la rétine qui va après transmettre au cerveau, qui va après analyser l'image. Et ce qui va intéresser le physicien que vous êtes, on découvre aussi la propagation rectiligne de la lumière, avec l'expérience de la caméra obscura, la chambre noire. Exactement, mais surtout c'est Alhazen aussi le premier a eu cette idée-là. Alors effectivement, c'est quelque chose qu'on peut faire chez soi rapidement. Si vous avez un chat, on prend un carton, un chat avec le laser, le petit laser pour le chat. Je me méfie toujours quand un physicien me parle de chat. Vous n'entendez pas du chat Schrödinger, parce que normalement, ça peut se terminer super mal pour le chat. C'est génial parce que le chat c'est un objet scientifique, donc on peut soit le mettre dans une boîte et vérifier s'ils vont. S'il est là ou ailleurs. Aujourd'hui, on va pas lui faire de mal, on veut juste prendre son laser. Et en fait, on peut observer que la lumière se propage de manière rectiligne parce que quand on a un laser, on voit le début, on voit pas la fin. Enfin, on voit la fin, on voit pas ce qui se passe au milieu. Et si vous mettez des petites particules qui vont diffuser la lumière, comme de la poussière, comme un spray, comme etc. Vous allez pouvoir voir en fait le faisceau lumineux qui apparaît. Donc Alhazen, il n'avait pas de laser. Il y a peut-être un chat, je sais pas, mais il n'avait pas de laser en tout cas. Et lui, il a eu l'idée de se mettre dans une chambre obscure, de percer un trou dans le mur et d'enduire en fait avec de la fumée, tout simplement, donc dans sa chambre, pour voir en fait justement un rayon lumineux traverser. C'est là où il comprend que ça marche comme ça et pas autrement. Exactement. Et il a un héritage très important. Kepler, Descartes, finalement, il pose les bases. Ah bah oui, il a posé les bases. Alors déjà, Alhazen, surtout, il a été très prolixe puisqu'il a sorti son traité d'optique en 7 volumes. Donc, en 1021, le livre d'optique. Exactement, 7 volumes qui parlent, bien sûr de physique, d'optique, mais aussi de médecine. Il a disséqué beaucoup de dieux pour voir comment ça fonctionnait. C'était le premier en fait à avoir cette démarche-là. Donc il a un héritage. Et souvent on l'oublie en fait dans les livres d'histoire des sciences, alors qu'il a eu une incidence considérable. On parle beaucoup des philosophes grecs, mais en Perse il y a aussi eu beaucoup de scientifiques influents. Et tout ça, c'est quand même fondamental dans le parcours des élèves que vous avez. J'imagine que vous le leur expliquez. Puisqu'une vérité scientifique, alors c'est une vérité, mais après, c'est une vérité transitoire. C'est le résultat de cette fameuse méthode scientifique à l'instant T, avec les technologies dont on dispose, les connaissances sur lesquelles on s'assied pour trouver quelque chose. Oui, forcément. Il faut, pour toute expérience scientifique, on est basé sur des faits qu'on obtient en utilisant la méthode scientifique, en la développant. Puis en classe, effectivement, je leur apprends la méthode scientifique et puis ils ont beaucoup d'expérience à faire en respectant ce protocole-là.
Romain Rennes, physique chimie avec Physique X, le programme du collège et du lycée. Faits insolites, expériences, vulgarisation scientifique et théorie simplifiée. Le prof de physique chimie qui ne se prend pas trop au sérieux. Tout ça, ça vous validez quand même. Vous pourriez physique le mettre dans bibliothérapie, ça peut être chouette. Regardez, il y a plein. J'aime bien montrer des exemples de ce qu'il y a à l'intérieur des bouquins. Voilà, regardez, c'est bourré. Pardon ? John Dalton, dont on parlait hier, absolument. Puis il y en a plein d'autres. Des interros surprises quand même, parce qu'il faut vérifier que les connaissances ont été acquises. C'est physique, chimie. On se retrouve demain, Romain ? Oui. Question pour demain. Alors, on vous en a fait une quand même pas trop compliquée. Quel est le fruit le plus célèbre de l'histoire de la physique ? On se retrouve demain avec Romain pour la réponse. Mais pour l'instant, Aurélie Louvel, on parle bibliothérapie, grand oral. On revient en France et à la période contemporaine, après avoir regardé Aurélie du côté de l'Antiquité ou des États-Unis au début du XXe siècle. Il y a un moment un peu charnière en France, c'est 1994, Marc-Alain Waknin qui publie Bibliothérapie, lire c'est guérir. Oui. Alors après, c'est vrai que c'est une première approche plus axée au niveau un peu religion aussi. Qui est la grande spécialité de Waknin. Oui. Et c'est très intéressant aussi. Ça marque, un point de départ en France, c'est vrai, dans le champ de la bibliothérapie en tout cas. Dans le processus bibliothérapeutique, si je vous ai bien lu, le lecteur est censé passer par 3 étapes. Il y a l'identification. 6. Et l'appropriation. Oui. On redétaille un tout petit peu. Identification ? Alors, ça va être s'identifier, se retrouver dans un personnage, dans une situation. Alors, se retrouver dans un personnage, c'est pas forcément, en tout cas aussi pour les enfants, pas forcément en lien avec des descriptions physiques. Ça peut être, on a souvent dans les livres pour enfants des animaux, par exemple. Donc, ça va être se retrouver surtout dans les émotions que vont éprouver les personnages, dans une situation traversée par le personnage. Donc c'est que ça fasse miroir, que ça fasse écho. Effet miroir. Catharsis. Donc catharsis, c'est du coup la libération des émotions, donc de façon plus ou moins puissante, selon si le texte nous parle ou non. Et l'appropriation, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ça en fait maintenant. Et c'est aussi tout l'enjeu de la bibliothérapie, du coup en lien avec la créativité aussi. La dernière étape du processus, elle correspond à ce qu'on appelle en anglais l'insight, la prise de conscience. C'est-à-dire ce stade de la compréhension, de l'exploration de soi. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir passer à l'action derrière. C'est pas juste un truc en bulle. Oui, c'est pas passif, on va dire. Oui. Alors, il y a plusieurs méthodes selon qu'on pratique la bibliothérapie créative ou la bibliorelaxation. Bibliorelaxation, on va être plutôt dans une attitude un peu passive, même s'il se passe plein de choses à l'intérieur, mais ça va dénouer des choses. Et en bibliothérapie créative, on va créer. Ça va passer par le dessin, par l'écriture, par le modelage, par plein de choses. On va mettre en scène en fait ce qui s'est passé à la fois dans l'histoire, mais aussi dans notre histoire. Lacan parlait, je l'ai découvert en vous lisant, de soins par la métaphore. Oui. C'est extraordinaire, au plan psychique. Oui. Et ça rejoint aussi tout ce qui tourne autour de l'hypnose finalement. C'est ça. Puisqu'on on va inviter la personne à s'imaginer des choses. On va accéder à l'inconscient, c'est ce qu'on appelle la zone de veille. C'est pas totalement, on n'est pas endormi, mais on n'est pas totalement non plus éveillé. C'est une zone entre deux en fait, et qui va permettre d'accéder davantage à l'inconscient et à mobiliser nos ressources aussi, puisqu'on disait qu'on possède tous nos propres ressources, et ça permet justement de les mobiliser. Alors là, on a notre scientifique Romain Rennes qui est en train de dire tout ça est fort sympathique, mais ça manque un peu d'expérience. Eh bien, si, il y en a des expériences, parce que les neurosciences ont permis de regarder ce qui se passait dans le cerveau, et notamment Stanislas Dehaene qui montre que ce qu'on observait de manière tout à fait empirique jusqu'à présent a trouvé des confirmations. Oui. Et notamment avec l'imagerie médicale, en fait, on s'est rendu compte que, par exemple, donc c'est la théorie de l'esprit, c'est-à-dire que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est vraiment vécu. Donc, en gros, quand on va lire une histoire, par exemple, un personnage tire sur une corde, les mêmes zones en fait du cerveau vont être mobilisées que si nous-mêmes on tire vraiment sur une corde. Oui. Donc c'est assez incroyable. Déjà, c'est comme si que le cerveau finalement c'était une sorte de simulation virtuelle de ce qu'on est en train de lire finalement. On active vraiment des choses. Lire peut soigner, mais lire quoi ? Pendant longtemps, on se méfiait de certaines catégories d'ouvrages. On pensait, ça c'est vraiment les débuts, on pensait qu'ils auraient une mauvaise influence sur les enfants, les ados qu'il ne fallait pas. Et ça continue aujourd'hui, parce qu'il y a régulièrement des livres mis à l'index. À l'époque, ce que fait Donald Trump aux États-Unis d'ailleurs, en ce moment, il interdit des livres, ça va une mauvaise influence. À l'époque, il y avait même, il y a assez longtemps de ça, on prescrivait, alors c'était un peu les premières formes de bibliothérapie, mais qui vont un peu à l'encontre de ce qu'on fait maintenant. C'était des listes de livres
didactique et vraiment pour corriger un comportement. Un manuel, quoi. Voilà, c'est l'équivalent de votre arrêté de fumer en 10 leçons. Bien se tenir en classe en 12 leçons. Intuitivement, on se dit qu'il faut mieux conseiller des ouvrages feel-good à un enfant ou à un ado qui ne va pas très bien. Selon vous, c'est pas tout à fait vrai, voire carrément faux. Vous, par exemple, votre épiphanie intime, si je puis me permettre, mais c'est vous qui la racontez, quand vous étiez ado, ça a été les fleurs du mal. Ils sont quand même pas le... Ouais, c'est pas plus joyeux. Voilà. Mais Baudelaire, torturé. J'étais adolescente, après, sans vouloir faire cliché de l'adolescente, mais avec une période pas forcément simple. Et effectivement, on avait les fleurs du mal, du coup, en tant qu'élève en tout cas. Et je crois que c'est toujours au programme d'ailleurs, les fleurs du mal. Et ça avait fait un déclic. Je m'étais retrouvée dans certains poèmes en tout cas. Et ça vous avait aidé, c'est ça l'idée? Oui. On se dit aussi, je suis pas seule à ressentir ça. Quelqu'un d'autre le ressent, l'a vécu, l'exprime. Et ça aide beaucoup déjà, rien que cette démarche-là. Vous appelez de vos voeux un développement de la bibliothérapie dans le système scolaire, mais vous dites aussi que les enseignants ont déjà beaucoup de casquettes et que rajouter celle de thérapeute, c'est quand même un peu compliqué. Comment on se forme alors? Alors c'est compliqué du coup, oui. Il y a de plus en plus d'enseignants quand même qui pratiquent et je suis formatrice maintenant et je forme énormément de professeurs justement qui s'intéressent, que les professeurs en général sont vraiment actifs en vue de nouvelles techniques, de nouvelles approches pour leurs élèves. Parce ça prend très concrètement combien de temps une formation avec vous? Alors moi, c'est des modules qui durent 4 semaines. D'accord. Vraiment une formation très complète. 4 semaines, mais combien à temps plein? À peu près 30 heures. Alors c'est en ligne. 30 heures, c'est ça. Je fais en ligne, alors je fais aussi en présentiel. 30 heures sur 4 semaines. Oui. Ok, donc ça se rentre dans un emploi du temps de prof, ça, Romain? Oui, sur son temps libre, ça peut se rentrer. C'est ça, on fait à son rythme, c'est asynchrone, donc il n'y a pas de... C'est ça. Et c'est donc le Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas la mer à boire, c'est ça que j'essaie de dire. C'est un vrai effort, mais ça reste accessible. Votre livre, c'est aussi un véritable mode d'emploi à l'usage de vos collègues, celles et ceux qui voudraient faire de leur CDI un espace bibliothérapeutique. S'il n'y avait qu'un seul conseil à retenir sur la façon de composer son fonds, et ça peut valoir d'ailleurs pour des parents à la maison, ce serait de sélectionner déjà des livres de bonne qualité littéraire. Oui, il faut du bon, sinon ça ne marchera pas. Qui nous touchent déjà. Ouais. Et puis de varier les propositions. Oui. De ne pas se restreindre à un genre. Je pense qu'il y a des bienfaits dans tous les livres, du moment qu'on trouve qu'il y a justement cette rencontre entre l'enfant et le livre qui va lui réveiller quelque chose. Donc plus on va proposer de livres avec des thématiques différentes, mais aussi des formats différents, parce que les bandes dessinées, les mangas, il faut aussi aller dans ce qu'ils aiment, en fait, partir de ce qu'ils aiment. Et proposer, Et aussi un petit espace cocooning, qui vient aussi désacraliser, parce qu'on a, les enfants ont quand même toujours un peu cette, Toutes les semaines, on a, pas tout à fait à votre place, c'est à celle de Rouen, mais bref, Amélie Paris, qui est professeure documentaliste à Maurice-Utrio, dans le 18e, alors qu'elle est très fière d'un petit jardin dans son CDI, et pourtant c'est à Paris, les fauteuils spéciaux, bon bref, voilà, donc vous validez tout ça. Ah bah oui, complètement. C'est super bibliothérapique, donc la quotidienne de Scout TV est super bibliothérapeutique. Aurélie Louvel, merci beaucoup. Bibliothérapie jeunesse, c'est sorti chez Duno, une approche expressive et créative. Vous n'aimiez pas beaucoup les interviews, tout ça, vous m'avez dit avant? C'est la première fois. C'est la première? Waouh! Vous avez ce qu'on appelle la chance du débutant, ça s'est bien passé, non? Oui, vous avez survécu? Oui, ça va. Ok, et sans le truc que vous vouliez, voilà. Non, ça on va pas le dire. Romain, merci beaucoup. On se retrouve demain pour la suite de notre jeu de culture générale pour notre anti-sèche. Pour l'instant, c'est jour de conseils de famille dans la quotidienne. On retrouve Candice Anzel, elle nous parle de TikTok. TikTok, le réseau préféré des adolescents, et pour cause, on y retrouve Romain Rennes, il s'appelle PhysiGeeks. Conseil de famille, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Candice Anzel. On parle parentalité et aujourd'hui du réseau préféré des ados à côté d'Instagram et Snapchat, TikTok, territoire inconnu pour de nombreux parents. Il mérite pourtant qu'on s'y attarde, autant pour comprendre nos enfants et ce qu'ils y font, mais aussi pour prévenir, réagir sur les... Candice, danger potentiel, vous êtes avec moi ou je... Mais je TikTok, ça se voit pas. Vous TikTokez? Bah oui. Ah d'accord. Vous avez jamais vu une ado qui TikTok? Alors en vrai si, mais bon. C'est un peu ça en fait. Là j'aurais pu reconnaître. C'est un peu ça en fait. Vous nous racontez TikTok? Mais oui, vous racontez TikTok? Lancé en septembre 2016, vous n'avez pas pu passer forcément à côté de cette plateforme de médias sociaux d'origine chinoise, devenue extrêmement populaire auprès des ados de 13 à 25 ans qui passent environ 2 heures par jour. C'est bien quand vous faites durer l'adolescence jusqu'à 25 ans. Et donc, du coup, qui passent environ 2 heures par jour à s'abrutir. Non. Non, ils ne s'abrutissent pas que. Mais en tout cas, ils regardent des millions de vidéos virales divertissantes et créatives. Et en France,
on compte quand même 9,5 millions de gens qui sont chaque jour sur TikTok et 72% sont des moins de 24 ans. Voilà, j'ai pas dit moins de 25 ans. Des grands ados. Qu'est-ce qu'on y trouve alors sur TikTok ? Conçu à la base pour enregistrer donc des playbacks, des challenges ou des sketchs humoristiques, l'application s'est vraiment élargie aujourd'hui et on peut trouver maintenant des danses virales, des tutos de bricolage, de maquillage, des conseils beauté, des défis en tout genre et même des recettes de cuisine rapide. Et là, c'est génial parce que mon fils s'est mis à la cuisine. Ah, c'est trop fort. Alors la plateforme offre d'ailleurs de nombreux outils en fait de montage vidéo hyper intuitif, ce qui fait que ça facilite vraiment la création de contenu et que on a une tonne de créateurs de contenu qui s'amusent. Et comme on a maintenant des filtres, des effets d'accélération, de ralenti ou encore des stickers, bref, c'est un réseau social qui a tous les ingrédients nécessaires pour rendre vraiment l'expérience très très addictive. Alors il y a la créativité, il y a l'amusement, mais il y a aussi un certain nombre de préoccupations qui sont liées au fonctionnement de l'algorithme de TikTok et ça on en parle aussi. Oui, tout à fait, car en fait l'algorithme de TikTok de recommandation en fait est très très puissant et il expose les utilisateurs à un flux de vidéos qui est certes adapté à leur goût et leurs préférences, mais pas toujours adapté à leur âge. Et le problème c'est que comme les tendances virales elles se propagent extrêmement rapidement, eh bien certains contenus n'ont pas le temps d'être censurés et se retrouvent sur les écrans de nos petits. C'est pas le seul problème. Non, c'est pas le seul. Les tendances des défis viraux peuvent créer une pression sociale sur les adolescents pour suivre certaines normes ou même participer à des activités qui peuvent parfois être risquées. Et il y a encore eu un mort avec un dernier défi là le 7 mars dernier. Donc il faut vraiment faire très attention aux défis qui sont sur TikTok. On en avait parlé effectivement. Oui, on en avait parlé aussi lors de la chronique sur Instagram du 6 mars puisque TikTok n'est pas non plus à l'abri de la cyber-intimidation et donc la supervision parentale, la communication ouverte sur l'éducation, la sécurité en ligne, c'est vraiment les éléments essentiels pour atténuer justement ces dangers et assurer une bonne utilisation en fait du réseau par vos adolescents. Super. Quand j'entends parler de TikTok, j'entends plein de trucs. Vous voulez bien en 2 minutes nous faire un petit peu de vocabulaire de TikTok ? Je vous fais un quiz. Trend. C'est moi qui vous le fais. Je veux pas me ridiculiser. Une trend, ça désigne un type de contenu populaire, donc c'est souvent diffusé par les créateurs les plus connus. Il peut s'agir de challenges, d'hashtags, etc. Bon, vous vous souvenez de quoi Kuba. Ah, voilà. On en avait fait une chronique avec Emma Guessel l'année dernière. Et la trend du moment, c'est « je suis ». Donc bien sûr que, ça veut dire je suis petite, donc bien sûr que mes enfants qui mesurent 1m75 me font des bisous sur le front pour me dire au revoir. Je suis petite, donc bien sûr que quand je suis dans le métro, je suis à la hauteur des aisselles des gens. J'ai compris l'idée. Vous avez compris l'idée, voilà. Lip sync. Lip sync, en gros, c'est ce que j'ai fait au début. C'est-à-dire, pour nous les vieux, ça veut dire playback en fait. Ok, Duo. Duo, c'est une fonctionnalité qui permet de créer une vidéo en réponse à une autre vidéo originale. Donc on peut l'utiliser pour créer soit des parodies, des réactions, ou même simplement pour s'amuser en fait. Un mème, ça je sais ce que c'est. Ah, qu'est-ce que c'est ? Un mème, c'est un truc drôle, une petite image drôle. Qui revient, qui peut être parodié, remixé pour créer en fait de nouveaux contenus. Avec des citations souvent. Exactement, qui va être partageable. Et enfin... Point of view. POV. POV. Alors, un format qui est caractéristique dans lequel, en fait, les TikTokers vont se mettre en scène de manière fictive ou dans leur quotidien, en fait. Génial. Ça, on le retrouve très souvent. Eh bien, merci beaucoup. Voilà, vous pouvez faire la star maintenant de TikTok. On vous attend, Emmanuel. Tout pour devenir influenceur ou influenceuse. Des influenceuses, tiens, vous en avez dans le roman Émirage d'une collaboratrice de School TV. Petit clin d'œil à Emma Ferré qui est sortie chez Albin Michel et qui est absolument super. Merci beaucoup, Candice. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe de l'émission en maquillage. Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission et qui est en régie aujourd'hui avec Thibaut Goury-Lafont au son, Angèle Jean Girard à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.